now I'm going to continuer en français pour introduire Valérie Petit. Et Valérie est professeure de leadership de EDHEC Business School. Elle est directrice de Open Leadership, centre de R&D sur le leadership inclusif. Oh. En plus, elle a un nouveau livre, Femmes, hommes, mode d'emploi. Homme-femme, leadership. Leadership, mode d'emploi, merci. Et son secret caché, c'est qu'elle est un grand fan de Jane Austen, so, super pour une Anglaise. Et même son fils s'appelle Darcy, après Mr. Darcy, in Pride and Prejudice. Alors Valérie, bienvenue. Bonjour à tous. Donc Darcy, non pas parce que nous aimons les héros pleins de préjugés, hein, mais parce que nous aimons les héroïnes comme Elisabeth qui, dans un univers très contraint, arrivent à trouver des marges de manœuvre. Voilà, je voulais juste expliquer pourquoi Darcy. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Savez-vous ce qu'est un marronnier ? Alors, ce n'est pas juste un arbre qui fait des marrons. Un marronnier, en termes journalistiques, c'est un sujet qui revient depuis longtemps, toujours à la même date. Donc, par exemple, à Noël, on a toujours un reportage sur le Père Noël et les reines en Laponie. Et ensemble, ils se préparent à aller distribuer les cadeaux aux petits-enfants. Et tous les ans, à la même date, on entend la même histoire, le même point de vue et on s'en délecte. On arrive ensuite au mois d'août. Oh, ça alors, il fait chaud, tout le monde part en vacances. Il y a du monde sur les routes, c'est pas facile d'attendre dans la voiture. Ça, c'est un marronnier. Alors, l'égalité homme-femme, et en particulier le peu de mixité qu'il y a dans les instances de direction et de gouvernance des organisations, c'est un marronnier. Ça revient tous les ans, généralement au mois de mars, avec la Journée internationale des droits de la femme. Et on a toujours le même storytelling, à savoir, c'est parti pour la minute de lamentation collective. Et alors, je trouve que c'est un peu comme la croissance économique en Europe. Alors, regardez, nous savons toujours 12%, 12 à 15% maximum de femmes dans les instances de pouvoir politique. Nous avons à peu près la même chose dans les instances économiques. Nous avons à peu près la même chose dans les instances publiques. Mais on a augmenté de 0,3%. Yes! Quel enthousiasme! Voilà. D'accord. Alors moi, ça me fait toujours sourire parce que on est là, on donne des chiffres sur la féminisation du pouvoir, hein, en disant waouh, 10%, les gars, on tient le bon bout. Hein. Alors moi, je ne sais pas si vous aimez le sport, mais enfin moi, je n'ai jamais vu qu'on commentait à ce point la contre-performance du deuxième. Donc je propose de dire les vrais chiffres qui sont ceux de la masculinisation du pouvoir. Donc ça veut dire quoi ? 75 à 100% des postes de président et de premier ministre dans les pays européens sont tenus par des hommes. 75 à 100% des postes de direction des administrations publiques européennes en Europe sont tenus par des hommes. Et c'est pareil dans l'entreprise. Là, par exemple, en France, on en est à 96% d'hommes dans les comités de direction et en moyenne, en Europe, c'est autour de 90%. Donc, on va déjà commencer par se lamenter avec les vrais chiffres qui ne sont pas ceux de la féminisation, mais de la masculinisation. C'est de là qu'on parle. Alors, généralement, ça part comme ça. On se lamente et on se dit, oh là 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 là, il y a un problème. Il y a un problème avec quoi ? Il y a un problème avec le... Il y a un problème avec les femmes. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes là ? Pourquoi elles n'arrivent pas à prendre le pouvoir ? Alors généralement, il y a deux façons d'aborder le problème. Soit on dit il y a un problème chez les femmes. Bon ces pauvres dames, on va les aider, on va faire quelque chose quand même pour qu'elles progressent un petit peu. Hein. Ou alors on va dire nous avons un problème avec les femmes, nous avons des stéréotypes, nous les sous-estimons, c'est mal, il faut arrêter ça. Hein. Donc il y a un problème avec les femmes. Alors moi, je voudrais juste faire une remarque de bon sens. Quand on parle de la féminisation du pouvoir, d'accord, on parle de féminisation et on oublie le gros mot, le pouvoir.
Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'arrêter de parler de genre, d'hommes et de femmes, et d'attaquer le vrai cœur du sujet qui est l'état du pouvoir dans notre société. D'attaquer la façon dont nous, collectivement, individuellement et dans les organisations, sélectionnons, produisons les leaders. Il y a quelque chose qui cloche dans notre fabrique du leadership. Et si on ne s'attaque pas à ça, on va continuer de se lamenter, d'une part, et de se réjouir de progressions qui ne sont absolument pas réjouissantes. Donc voilà ma proposition pour aujourd'hui. On ne va pas parler d'hommes et de femmes et de se demander ce qui cloche avec les femmes. On va se demander ce qui cloche avec le pouvoir. Et donc on va parler de leadership. Alors pourquoi parler de leadership? Parce que comment est-ce qu'on fait pour recruter ou pour sélectionner un dirigeant? Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir quelqu'un dans un poste à responsabilité? Alors bien sûr on va regarder son expérience, bien sûr on va regarder son expertise, bien sûr on va regarder s'il a fait la bonne formation, s'il connaît les bonnes personnes, etc., etc. Plein d'éléments objectifs sur sa carrière. Mais surtout on va faire ce petit exercice qui essayait de repérer chez lui s'il a ces qualités personnelles qui font de lui ou d'elle un individu capable d'exercer le pouvoir. Bref, on va essayer de déceler chez cette personne si elle a du leadership. Donc, dit autrement, le leadership est un bon prédicteur, en tout cas le leadership qu'on vous attribue, est un bon prédicteur de votre capacité à être reconnu et désigné et promu dans des postes à responsabilité. Donc on va se demander comment est-ce qu'on fabrique les leaders, comment est-ce qu'on devient un leader. Qu'est-ce que le leadership? Vaste question. Comment ça se passe pour reconnaître un leader? Comment vous faites? Vous faites? Il y a plein de techniques. Alors quand je demande aux gens c'est quoi un leader, ils me disent alors c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est visionnaire, qui a de l'autorité. Ok, ça s'appelle un stéréotype. On a une petite tous en tête, une définition avec souvent des attributs individuels qui nous permettent de repérer ce qu'est un leader. Donc ce que l'on fait, c'est assez simple. On active notre petite représentation, définition personnelle de ce que c'est qu'un leader. On regarde l'aspirant leader là qui se propose pour le poste et on regarde s'il y a un air de famille. D'accord ? Donc ça, c'est pour dire que le leadership, c'est ce que les psychologues appellent un processus d'attribution. C'est-à-dire, on n'est pas leader. Vous avez tous expérimenté, vous êtes tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Il y a des jours où tout le monde est d'accord pour vous suivre. Yes, vous êtes le leader du jour. Et puis, 3 jours après, vous êtes exactement la même personne, et là, vous vous prenez des vents, vous êtes seul, et personne n'est d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que le leadership, évidemment, ce ne sont pas des qualités inscrites chez vous qui vont marcher à tous les coups. C'est beaucoup plus contingent, beaucoup plus versatile, beaucoup plus fragile que ça. Pour être reconnu comme un leader, il faut être, je dis toujours, l'homme ou la femme de la situation. C'est-à-dire la personne qui apparaît par rapport aux exigences de la situation et aux attentes des gens qui sont autour de vous comme le leader adéquat. Donc il y a des situations et des personnes dont vous êtes naturellement le leader et des situations et des personnes dont vous n'êtes pas le leader. Et ça ne sert à rien de s'échiner. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le leadership, il est beaucoup dans l'œil de ce que j'appelle les followers. C'est-à-dire que je peux toujours grimper sur la table et vous informer officiellement que c'est moi le leader puisque je tiens le micro. La réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Vous allez me reconnaître du leadership parce qu'à un moment donné, je vais correspondre ou pas à l'idée que vous vous faites de ce que c'est qu'un leader. D'accord ? Si par exemple vous pensez que c'est quelqu'un qui fait une bonne blague en intro d'un speech, peut-être que vous allez me reconnaître un peu de leadership. D'accord ? Donc c'est un processus d'attribution et donc le regard que les followers posent sur leader le crée réellement. Ça c'est vraiment important, c'est la première chose si vous voulez qu'il faut vraiment retenir du leadership, c'est qu'il est dans l'œil du follower et que notre regard de follower crée et fait apparaître le leader ou le fait disparaître. Donc voilà comment nous fabriquons des leaders. Alors on va prendre une hypothèse théorique. Imaginons que nous ayons un aspirant leader et imaginons que ce soit une femme. Comment cette petite fabrique du leadership va fonctionner ? Alors, avant d'introduire la fabrique en tant que telle, je voudrais juste nous rappeler que, bien sûr, ici, nous sommes des individus riches et complexes.
Nous avons des personnalités avec plein de facettes et nous jouons dans notre vie au quotidien plein de rôles. Nous sommes des sœurs, nous sommes des professionnels, nous sommes des sportifs ou des sportives, nous sommes des militants politiques, nous sommes des managers. Nous avons comme ça plein de rôles que nous jouons. Et bien sûr, vous le savez, ces rôles que nous jouons, la société, elle a sa petite idée sur la façon de bien les jouer. Par exemple, un sportif, ça ne se dope pas. Un responsable politique, ça n'est pas corrompu. D'accord ? Un manager, c'est performant. Nous en avons bien sûr aussi sur les jeunes et les moins jeunes. Le jeune est créatif. D'accord ? Le senior est expérimenté et plein de sagesse. Mais bien sûr, nous en avons sur les hommes et sur les femmes. Alors, ça, vous le connaissez bien. Et voici le problème. Nous avons à ma gauche, non, à ma droite plutôt, ce que la société attend d'une femme. On va appeler ça stéréotype ou rôle de genre. C'est quoi une bonne femme ? À quoi reconnaît-on une femme ? Une femme, c'est gentil, ça prend soin des autres, c'est sensible et amical. Un homme, un vrai, on le reconnaît à ce qu'il est fort, il prend en charge les choses, il est dominant et assertif. Voilà, non pas ce qu'est un homme ou une femme, mais ce que la société pense que doit faire un homme et une femme. Et bien sûr, le problème, c'est que nous sommes tous parfois un peu conformistes. Nous aimons faire plaisir, nous aimons satisfaire ces attentes de rôle, nous aimons correspondre à la bonne façon d'être en société, parce que, à vrai dire, aller à l'encontre des normes sociales, vous le savez tous, c'est très difficile. Donc voilà ce que l'on attend d'un homme ou d'une femme. Mettons en face ce que l'on attend d'un leader. Qu'est-ce qu'on attend d'un leader ? C'est qu'il soit charismatique. Donc je vous rappelle juste, charisme en grec ça veut dire grâce divine, donc on s'attend à ce qu'il soit touché par la grâce. Okay, ça c'est fait. Confiant, visionnaire, qu'il sache résoudre les problèmes et qu'il prenne les choses en main et inspire les autres. Donc qu'est-ce qui se passe ? Si nous avons un aspirant leader qui est une femme, par exemple, vous voyez bien qu'on va se retrouver dans ce qu'on appelle un conflit de rôle. C'est-à-dire qu'il va être compliqué de faire le bon leader en même temps que de faire la bonne femme. C'est-à-dire que les femmes un petit peu ambitieuses qui voudraient se lancer à la conquête du pouvoir vont en toute logique se conformer aux attentes que la société a à l'égard des leaders. Elles vont faire le leader, elles vont prendre en charge, d'accord ? Elles vont être charismatiques, elles vont être confiantes, elles vont être visionnaires. Mais ce faisant, elles vont trahir le rôle de genre. Donc ça explique ce que les chercheurs appellent l'incongruité. Une femme qui fait le leader, c'est extrêmement bizarre. Alors moi, j'ai mis la photo d'une femme à barbe pour symboliser, vous l'avez bien compris, le problème, c'est que nous avons un stéréotype du leader qui n'est pas neutre. Il résonne particulièrement bien avec le stéréotype de genre masculin et particulièrement mal avec le stéréotype de genre féminin. Donc, une femme qui fait le leader, c'est comme une femme qui porte une barbe, elle se part d'un attribut masculin et tout le monde trouve ça très louche. Et ça nous met mal à l'aise. Alors, ce malaise, il a plein de conséquences concrètes. Par exemple, prenons 2 exemples. Marissa Mayer, qui s'est piquée de réduire son congé maternité, donc la dirigeante de Yahoo, et qui s'est vue traiter de mauvaise mère. Parce qu'elle a fait le bon dirigeant, puisque tout le monde sait qu'un bon dirigeant, c'est dévouer corps et âme à son entreprise. Elon Musk, 3 femmes et 6 enfants au compteur, 0 congé paternité. Qui lui a fait une remarque ? Personne. C'est un dirigeant exemplaire. Donc, vous voyez, ce sont ces petites réactions de la société qui sont de gentils rappels à l'ordre pour ceux qui se piqueraient non seulement de trahir l'un des stéréotypes, et en l'occurrence Marissa, elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle a fait la mauvaise femme, mais surtout qui ferait encore pire que ça, qui voudrait mélanger les genres, d'accord, qui voudrait faire et le leader et la femme, et pourquoi pas le jeune, et pourquoi pas, qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer ? Brouiller les cartes et ne pas répondre parfaitement aux attentes et aux petites habitudes. Donc ça, c'est le problème qui se pose. On est incapable, on est même mal à l'aise quand il faut projeter une femme dans un rôle de leader. C'est pour ça qu'on a développé toutes les croyances qui ont été évoquées précédemment. D'où elles viennent, ces croyances que les femmes ont moins d'ambition ? Elles viennent continuer...
elles viennent dire le malaise que nous avons et le refus que la société a d'imaginer qu'une femme puisse se permettre d'être un leader. Donc on va inventer tout un tas de choses pour expliquer que non, définitivement, elles ne sont pas équipées pour. Et on entretient des croyances comme les femmes qui prennent le pouvoir sont méchantes avec les autres femmes. Les femmes ont une façon différente d'exercer le pouvoir qui explique qu'elles doivent, en matière de désignation, de développement du leadership, faire différemment, comme s'il y avait un canal secondaire qu'il fallait créer pour elles. Qui les éloignait de la voie royale. Ces croyances, elles viennent de notre malaise et de cette incongruité. Alors, il y a deux solutions possibles, vous le voyez bien. On peut s'attaquer au rôle de genre et de dire que non, les femmes ne sont pas comme ça. Le problème, c'est que là, vous le savez, on est sur du lourd, on est sur du enraciné depuis des siècles. Et ça va prendre du temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à le faire, et c'est ce qu'on fait. On se bat contre les stéréotypes de genre. Pourquoi ? Pour que les individus soient reconnus comme des individus et ne soient pas définis par leur appartenance à des catégories, le genre, l'âge et j'en passe d'autres. Donc on se bat pour ça, pour respecter la complexité des individus. Mais ça va prendre du temps. Moi, je propose qu'on se batte sur l'autre chantier en même temps. Je ne dis pas à la place d'eux, je dis en même temps. D'attaquer la partie leadership, parce que le stéréotype du leader, je crois, notamment dans les organisations, qu'on a un peu plus la main pour le bouger. Et donc, il faut le faire en conscience et rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de leadership ? Je veux juste vous partager quelques éléments de résultats scientifiques pour appuyer un petit peu mon propos sur l'importance de changer notre stéréotype du leader et notre culture de leadership. Ce que l'on a montré avec mes collègues, c'est que aujourd'hui, et d'autres avec nous, ont montré que la façon qu'on a de définir ce qu'est un leader, par exemple, c'est charismatique, c'est visionnaire, eh bien, cette façon, elle n'est pas juste injuste, parce que vous l'avez compris, elle va exclure les femmes, mais pas que. Moi, je pose souvent cette question un peu ridicule, qui est à quel âge a le leader ? Alors, tout le monde a une réponse à cette question complètement stupide. Donc, généralement, on est en moyenne 43 ans, d'accord ? Voilà. Donc, tant pis pour ceux qui en ont 25, tant pis pour ceux qui en ont 64, tant pis pour ceux qui en ont 42 et demi. Donc, c'est injuste. La façon, nos stéréotypes, ils excluent la plupart de la population du rôle de leader et donc, après, grèvent largement les capacités à accéder au pouvoir. Mais surtout, c'est inefficace. C'est-à-dire ce que nous croyons être un leader. Par exemple, il faut du charisme, c'est-à-dire parler avec une grosse voix, avoir de la présence, haranguer les foules et faire des prophéties. Alors ça, c'est ce dont nous rêvons. Si je vous dis c'est quoi un leader, vous allez me dire ça. Vous allez partir comme moi dans des délires romantiques sur Jane Austen, vous voyez, le leader idéal, seul, qui sauve le monde. La question est cette personne-là qui vous fait lever le matin. La dernière fois que vous avez suivi quelqu'un, est-ce que c'était ça ? Ou est-ce que ce n'était pas plutôt, par exemple, quelqu'un qui vous écoute, qui vous respecte, qui voit le meilleur chez vous, qui a le sens du collectif, qui a des valeurs morales ? Ce que montre la science, c'est que les gens que nous suivons effectivement ne ressemblent pas beaucoup aux gens dont nous pensons qu'ils sont des leaders. Donc on est dans une espèce de schizophrénie. On a une représentation idéale du leader qui nous fait choisir certains individus et après, quand au quotidien il s'agit de les suivre, ils ne nous conviennent plus. Ça explique quelques lendemains qui déchantent après les élections, voyez, par exemple. Donc on a vraiment un souci de pas simplement d'injustice avec ce stéréotype, mais c'est qu'il nous amène à choisir les leaders qui ne sont pas les plus entraînants, les plus efficaces, ceux qui vont produire le plus d'engagement autour d'eux. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans le couple. À un moment donné, il faut faire le deuil de l'homme ou de la femme idéale et choisir celui qui vous convient. Vous voyez bien la différence. Le gap est des fois un peu grand. Et on sait très bien qu'on va faire un meilleur chemin et un plus long chemin avec le ou la seconde. C'est un peu pareil avec le leadership. D'accord ? Donc, il faut changer nos stéréotypes, pas juste pour des questions de justice, mais aussi pour des questions d'efficacité. Alors, voilà ce que je vous propose. Essayons de transformer nos représentations de leadership parce que vous l'avez compris, ce ne sont pas juste des idées. Ces idées ont des effets
puisque ce sont nos représentations qui guident la façon dont nous vivons, nous, en leader, et décidons que oui ou non, nous sommes capables d'avoir du leadership et de nous lancer à la conquête du pouvoir. Et ce sont ces représentations qui décident de à qui nous allons donner du pouvoir, qui nous allons reconnaître, qui nous allons promouvoir. Donc c'est vraiment un chantier important qui va nous permettre d'accélérer les choses. Alors on va rentrer dans le concret. Comment on fait ? Comment on fait pour changer notre culture de leadership et la rendre plus inclusive, c'est-à-dire que tous, hommes, femmes, quelles que soient entre guillemets les catégories d'appartenance dans lesquelles la société nous assigne, nous pouvons nous vivre en leader et être reconnus comme tels. Donc voilà où on en est sur les politiques de mixité. Ça fait quelques dizaines d'années que la plupart des organisations sont sur la première approche. Il y a un problème avec les femmes, avec le genre. On va lutter contre les stéréotypes de genre pour faire reculer les discriminations à l'endroit des femmes. Ça marche, mais ça marche très lentement. Et ça produit des dommages collatéraux du type relance de la guerre des sexes. Alors, c'est-à-dire que vous sortez, vous faites ceux qui participent à des conférences ou des workshops sur nous déconditionner par rapport aux stéréotypes de genre. Quand vous allez sortir de là, vous allez avoir d'un côté les femmes qui râlent, moi je veux pas être stigmatisée sur la base de mon sexe, et les hommes qui se plaignent, moi je veux pas être reléguée parce que je suis un homme blanc de 43 ans et que c'est fini pour moi, je ne suis plus à la mode. Plus vous avez les échos à des débats dans la société civile sur le genre, et tout ça explose au museau et peut parfois détruire de la cohésion entre les gens au travail. Donc c'est important et il faut continuer de lutter pour l'égalité. Mais il faut, je crois, ajouter une autre approche, qui est celle que je décris, qui me semble plus cohésive, parce que nous avons tous intérêt à ce qu'aujourd'hui, les modes d'exercice du pouvoir changent. Tous nous nous plaignons, tous nous voulons plus de flexibilité, tous nous en avons assez d'une certaine verticalité du pouvoir, tous nous voulons que le pouvoir soit partagé, soit plus démocratique. D'accord ? On sent cette aspiration dans la société, on la sent dans les organisations. Donc j'ai envie de dire, faisons d'une pierre deux coups. En changeant notre représentation du leader et du leadership, on peut et faire progresser l'égalité, mais aussi accélérer la transformation de nos pratiques de management vers plus de modernité. Et ça, on a tous intérêt à le faire. On est tous désireux de le faire. C'est beaucoup moins conflictuel qu'une approche strictement centrée sur le genre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire concrètement ? Comment on change une culture de leadership dans une organisation ? C'est ce qu'on fera en live cet après-midi dans mon atelier. Hop, voilà, je l'ai dit. La première chose à faire, c'est prendre conscience que dans votre organisation, il y a implicitement une définition de ce que c'est qu'un leader. Ce que c'est qu'un leader chez Procter, ce que c'est qu'un leader chez BNP, ce que c'est qu'un leader chez McKinsey. Toute organisation a une définition, une norme qui se balade sur comment on fait le leader ici. La première des choses, c'est d'en prendre conscience. C'est de mesurer quels sont les comportements des leaders. Qu'est-ce qui fait que les gens suivent dans cette organisation ? Et ensuite, de cartographier ces comportements de leadership, d'accord, et d'avoir une discussion ouverte sur, dans ces comportements, lesquels produisent de l'égalité et de l'inclusion, lesquels produisent de la performance. Et ceux-là, nous voulons les garder et ils nous appartiennent. Et lesquels produisent de l'inégalité et de la contre-performance. Et cela, c'est notre responsabilité de dirigeants que de bouger la culture pour qu'il ne soit plus la norme. Donc prendre conscience, cartographier notre culture de leadership avec des outils sérieux de mesure du leadership et avec une discussion ouverte pour que ce ne soit plus des gens autour d'une table en comité restreint qui disent « moi je sens que dans notre organisation les leaders ils sont d'abord digitaux et charismatiques, allez hop, n'importe quel buzzword à coller ». Et tout ça bien sûr n'est pas questionné du point de vue par exemple de son genre, ou de sa masculinisation, de sa féminisation. Donc première chose, objectiver notre culture de leadership. Deuxième chose, une fois qu'on est d'accord sur son modèle de leadership, qu'on a vérifié qu'il est inclusif, qu'il est producteur de performance, c'est l'incarner, c'est-à-dire mettre en avant ceux qui le mieux l'illustrent. Créer un panthéon de ces leaders inclusifs. Et ils ne doivent pas être que des femmes ou que des hommes, ils sont tous, d'accord.
Et je dis toujours, n'allons pas les chercher parce que la direction les a repérés. Non, faisons ce repérage et ce picking des leaders de la façon la plus efficace qui soit pour repérer un leader. Regardons où sont les followers. Où y a-t-il des gens qui suivent, qui sont en bon état, qui sont performants, qui sont heureux. Et en les suivant, on va remonter la piste des vrais leaders. Et on va mettre en avant ceux parmi eux qui sont les plus inclusifs. Donc, incarner, institutionnaliser, une fois qu'on a un leadership modèle qui est clair, on est capable de le décliner depuis le moment où on communique sur le recrutement et on attire des candidats jusqu'au moment où on accompagne ceux-ci vers la sortie, au moment où on les évalue. Il faut qu'on ait des outils de sélection et d'évaluation des managers qui soient sérieux sur le plan de ce qui est de la mesure du leadership, parce que moins c'est mesuré, plus c'est ouvert au jugement et aux projections un peu romantiques sur le leadership. Et donc, c'est très masculinisé, notamment, mais pas que. On a vu, c'est pareil sur l'âge. Et puis, la dernière chose que personne ne fait, il faut évaluer. Voilà. Il faut évaluer. Est-ce que les comportements changent ? Il faut le mesurer et il faut continuer d'avancer. C'est dans les mains des organisations, la culture managériale. Donc c'est pour moi le prochain chantier. Et pour terminer, je dirais que là, j'ai beaucoup parlé de la responsabilité qu'ont les organisations de transformation de leur culture de pouvoir. Et je parle des organisations, tout type d'organisations. Mais ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que nous, individuellement, n'oublions pas, ce sont nous. C'est nous qui fabriquons les leaders, juste à partir du regard que nous posons. Si quand vous sortez de cette salle, vous laissez tomber le héros romantique, charismatique, sauveur et visionnaire, et que vous cherchez des gens qui ont de la considération, qui ont le sens du collectif, regardez autour de vous, vous allez voir se lever des gens complètement différents. Donc faites juste cette rééducation du regard et là vous allez vous rendre compte qu'il n'y a en réalité absolument aucun problème de vivier en matière de leadership. Voilà, je vous remercie.